Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir parler d'un sujet qui me passionne aujourd'hui. Je vais attendre quelques minutes avant de démarrer. Donc, le sujet, c'est quelles compétences mobiliser pour rebondir au milieu de la crise. Donc, c'est une approche plutôt scientifique, une approche recherche. Je vais me présenter très rapidement. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes que nous ayons un petit peu plus de personnes, hein. Je pense que c'est toujours bien de laisser un petit peu de temps. Je vois qu'il y a pas mal d'invités qui arrivent pour découvrir ce sujet qui est pour moi un sujet de recherche, mais également que j'applique énormément avec des organisations privées ou publiques. Donc, je m'appelle Andrés Davila et je suis chercheur, professeur de management et psychologue. Et je participe aussi beaucoup dans pas mal d'organisations à l'analyse, à l'étude des compétences comportementales, ces célèbres soft skills, qui sont très à la mode. D'ailleurs, on en parle beaucoup en ce moment en situation de crise, mais on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces notions et je vais vous expliquer, grâce à des données que j'ai pu collecter ces derniers mois, ce qui est en train de se passer en termes comportementaux pour beaucoup de personnes. Donc, on est à 74 personnes. On va attendre encore un petit peu, hein, 3 minutes. Il y a beaucoup de monde qui arrive. En tout cas, je remercie le groupe INSEC et également IFG de m'avoir invité à faire cette présentation aujourd'hui sur quelles compétences mobiliser pour rebondir au milieu de la crise. Au milieu et après également, hein. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hein, d'un point de vue empirique, avec des données pour plusieurs milliers de personnes, mais aussi déjà des idées, des réflexions sur ce qui peut nous permettre de faire face à des situations complexes, mais également de trouver des opportunités. Je ne vais pas évidemment vous dire qu'une des compétences clés, c'est le fait d'utiliser des technologies digitales. Aujourd'hui, on est tous un peu confrontés au télétravail. On va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. J'attends encore 2 minutes pour commencer la présentation. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Si vous connaissez l'outil Livestorm, vous savez que vous pouvez poser des questions. Il y a des personnes qui ont commencé déjà à nous dire bonjour. Donc, bonjour à tous. 17h03, j'attends encore 2 petites minutes. Bonjour Michel, Nathalie, Didier, ceux qui sont en train de nous dire bonjour. Parfait. On arrive très très vite sur le sujet. Voilà, beaucoup de monde. On est déjà presque une centaine de personnes. Alors, donc, le programme, c'est vraiment d'aborder le sujet avec une approche vraiment très concrète, hein. Ce n'est pas des jugements. Je vais vous partager des données, des expériences aussi et des expériences scientifiques qu'on a pu mener avec des entreprises ces derniers mois. Et je vais faire ça pendant une trentaine, quarantaine de minutes et ensuite on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, donc, quelles compétences mobiliser pour rebondir au milieu de la crise? Donc, avant tout, ce que je vais faire, c'est me présenter rapidement. Je m'appelle Andrés Davila, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne l'ai pas encore dit. Donc, je suis professeur de management et je suis psychologue, donc professeur de management, sciences de gestion, et je suis spécialisé dans tout ce qui est mesure, évaluation et développement des compétences, et principalement des compétences comportementales. Ce qu'on entend par des compétences comportementales, c'est souvent des mesures psychologiques, hein, derrière des mesures psychologiques ou cognitives, donc c'est le fonctionnement dans la prise de décision d'un individu, dans l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est souvent défini comme des compétences
comportementales ou dites soft skills, hein, c'est le mot à la mode. Il y a une tendance générale à dire quelles sont les bonnes compétences, les compétences soft skills qu'il faut développer pour le monde de demain, pour s'en sortir, les plus prisés en entreprise. Mais en vrai, on passe à côté d'une grande richesse parce que derrière ces compétences comportementales et ces soft skills, il y a des centaines, voire des milliers des dimensions psychologiques qu'on peut mesurer. Donc il y a une bonne chose, hein, il y a pas uniquement une, deux, trois compétences, il y a plusieurs compétences qui peuvent être à disposition des individus. Il n'y en a pas un seul modèle. Ce qui est plus important, c'est de déterminer quelles sont les compétences qu'un individu va nécessiter, qu'il aura besoin de mobiliser en fonction d'un contexte. Et donc, en ce moment, on parle d'un contexte de crise et il est vrai qu'il y aura des comportements, donc des compétences comportementales qui vont faciliter la gestion d'une crise. Donc, ce côté gestion est complété chez moi par une envie, une passion par le comportement humain. C'est pour cela que j'ai aussi acquis des connaissances en psychologie. Et l'objectif de cette présentation, ce n'est pas uniquement de donner mon avis sur la question, mais de vous donner aussi par des études, des observations de ce qui est en train de se passer, donc ce qui s'est passé avec des mesures comportementales, donc des mesures psychologiques, avant le confinement, en entrée du premier confinement, pendant le confinement et après le confinement, d'accord. Ça, c'est premièrement des données que je vais vous présenter avec des échantillons assez considérables, donc 10 000 personnes, 20 000 personnes, 11 000 personnes, donc pour avoir une idée globale et surtout dans plusieurs pays, des réactions psychologiques face à la crise et surtout à la crise dans le cadre de la pandémie Covid-19. Donc, on parle de la Covid-19 aujourd'hui, le gouvernement parle de la Covid-19. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Toutes ces informations que je vais partager avec vous seront et sont déjà disponibles aussi dans des articles qui ont été publiés pour le grand public, mais également dans des articles académiques qui sont sortis depuis le mois de mai. Alors, donc, cette présentation est aussi bâtie à partir d'un travail de recherche international avec plusieurs collègues d'universités au Royaume-Uni, en Allemagne, ici même au sein du groupe INSEC. Et c'est un travail de recherche qui a été mené dans le cadre d'une chaire qui s'appelle TEC, transition et compétences humaines, et le soutien d'une start-up qui nous a facilité, qui nous a donné l'accès à la collecte de données, qui se spécialise dans la mesure comportementale, qui est la société Preditus. Donc, c'est une société qui fournit une plateforme et une application mobile, hein, donc qui est gratuite pour le grand public, avec laquelle on offre aux individus des outils des connaissances de soi. D'accord. Donc, les gens répondent à des questions sur leur personnalité, sur leur réaction face à la crise, sur leur capacité d'écoute, leur capacité à recevoir le feedback, l'adaptation au changement, etc. Donc, grâce à cette application, on a pu faire une étude spécifique sur les réactions des gens face à la pandémie Covid-19, mais également leur capacité à adopter les nouvelles normes. D'accord, la distanciation sociale ou la distance physique, comme on a envie de l'appeler, le fait de porter un masque, et on va pouvoir croiser ça avec des traits de personnalité. Alors, donc, le constat est que les ressources psychologiques, donc le capital psychologique, notre résilience psychologique, entre autres termes hein, qu'on peut utiliser pour définir nos ressources psychologiques, sont essentielles, d'accord, pour avoir des réactions adaptées en contexte de crise. D'accord. Donc, et on va essayer d'identifier quelles sont ces ressources psychologiques sur lesquelles il faut pouvoir travailler pour ne pas garder un esprit d'optimisme, de résilience et surmonter les situations actuelles, mais également pour pouvoir être dans ce qu'on appelle la compliance, le fait de respecter les normes et aussi se protéger soi et les autres, protéger sa santé et celle des autres. Donc ça, c'est le constat. Donc dans la situation actuelle, on a besoin de monter en efficacité
personnelle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Et pour monter en efficacité personnelle, on ne doit pas uniquement travailler sur des compétences techniques, on doit travailler aussi sur des ressources et des forces et éventuellement des zones d'ombre qui sont celles de notre personnalité, de notre capacité comportementale, de nos patterns de comportement. Et de l'autre côté, donc on a aussi le contexte, un contexte qui est très, très changeant. Donc on n'a jamais vu autant des changements aussi rapidement. Donc je vous donne un exemple. Une société, entreprise de CAC 40, travaillant dans la télécommunication, nous a confié que en 2 semaines, pendant le confinement, ils avaient réussi à mettre 100 000 personnes au télétravail. C'est des choses qui pouvaient auparavant, donc avant le confinement, prendre des mois, voire des années aux entreprises à mettre en place. D'accord? Donc, il faut quand même réussir à avoir une efficacité personnelle élevée. Efficacité personnelle élevée ne veut pas dire uniquement être systématiquement dans la production, mais être aussi capable d'être dans le retrait, de prendre des distances, de prendre 2 temps de repos, mais on y reviendra. Alors, donc, on va présenter aujourd'hui une étude importante sur 11 000 personnes. Donc, une majorité de femmes, mais bon, il y a quand même une représentation de 40% d'hommes, 42% plus, et en 5 langues qui intègrent des dimensions de personnalité, des dimensions de vécu de la vulnérabilité face à la maladie, mais également des compétences comme la résilience, la gestion du stress, l'optimisme, mais aussi plein d'autres. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va exposer comme une partie centrale de cette présentation, et je vais vous dire ce qui est en train de se passer, parce qu'on a observé en termes d'évolution par rapport à pas mal des variables, et en plus, en étant capable de différencier le côté B2C, donc le grand public, et ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. D'accord? Donc ça, c'est une étude centrale de la présentation, mais à côté, je vais aussi vous donner des graphiques d'autres variables comme la capacité ou le sentiment de pouvoir gérer sa propre carrière. C'est quelque chose qu'on a évalué, d'accord? Et on voit qu'il y a des fluctuations très fortes pendant les différentes étapes de confinement, post-confinement, et ça, c'était plutôt par rapport à la première période de confinement. Il y a encore de collecte de données en cours par rapport à la seconde, deuxième, je ne sais pas comment on pourra la définir, la nouvelle étape des confinements. Alors, ce qui est important, donc on va travailler sur un modèle qui est le modèle de Head Believe Model. Ce sera vraiment le cadre théorique qui va nous permettre d'expliquer pourquoi les individus acceptent ou n'acceptent pas de suivre des normes d'hygiène, de santé qui permettent de se protéger. Mais avant, je voudrais juste en introduction vous montrer des variables, des dimensions psychologiques, donc aussi des compétences comportementales qu'on a mesurées pour que vous voyez un petit peu les impacts qu'il y a de périodes de confinement. D'accord? Donc là, on a un premier graphique. D'accord? C'est des données qui viennent du grand public. Et l'échantillon est plutôt un échantillon autour de 20 000 personnes. D'accord? Et ce qu'on a mesuré ici, c'est l'intérêt ou les intérêts pour la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi? C'est l'envie, c'est le besoin de se concentrer sur ce que l'on ressent, ses désirs, ses plaisirs. D'accord? Et dans la conscience de soi, il y a 2 variables. Il y a la conscience de soi intime, donc c'est l'observation interne de ses propres comportements, de ce qui est en train de m'arriver, de ce qui est en train de se passer, et la conscience de soi externe, c'est-à-dire l'image que je renvoie et l'image dont je pense être conscient que je renvoie dans l'environnement public. Dans la sphère publique, c'est le regard des autres. Est-ce que j'ai conscience ou pas de cette image que je renvoie pour les autres? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous avez la première ligne rouge, c'est le confinement. Donc, et les scores. Donc, vous avez des scores bas, des scores moyens et des scores élevés. Donc, ligne verte, rouge et bleue. Et on voit qu'en entrée en confinement, les scores, bon, bah, ils étaient plutôt stables dans le temps. Et il y a déjà une petite première hausse des scores d'intérêt pour la conscience de soi lors du deuxième prolongement, entre le premier prolongation, pardon, entre la première prolongation du confinement et la deuxième prolongation du confinement. Puis, pour le grand public, il y a à partir, donc une semaine ou quelques jours après le déconfinement, il y a vraiment une tendance qui a commencé à se manifester, surtout pour les personnes qui n'étaient pas du tout intéressées sur le fait de se connaître et connaître ce qui leur arrivait, leurs désirs, leurs besoins, qui a vraiment augmenté, et ça augmente pour le 3 niveau des scores. Ça augmente pour les gens qui ne s'intéressaient pas à soi ou à ce qui leur arrivait, pour les gens qui avaient des scores moyens, mais aussi pour les gens qui avaient déjà un intérêt. Tous les scores
sur la conscience de soi ont été impactés de façon positive après le déconfinement. Alors, c'est léger, hein, mais il y a un score qui est significatif. On va voir sur d'autres variables. Alors là, c'est une dimension qui est l'envie, l'intérêt pour le développement durable des relations interpersonnelles. Alors, ça a été le vrai roller coaster pendant le confinement, la première prolongation, la deuxième prolongation, et ensuite, ça a augmenté après le confinement. Voilà. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est qu'on commence avec un intérêt qui est plutôt élevé pour le fait de développer des relations durables, d'accord? Quand le premier confinement arrive, bon, ça prend vraiment un grand coup, d'accord? La première prolongation du confinement nous fait remettre en cause ce lien aux autres et cette nécessité de développer durablement des relations interpersonnelles. Donc, ça décroît après la première prolongation. Ça augmente un petit peu entre les deux parce qu'on est en période d'incertitude, on essaye à nouveau de construire des liens, mais c'est à nouveau impacté lors de la deuxième prolongation et depuis le déconfinement, ça a été vraiment très variable. Donc, on est dans une sorte de difficulté à comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir bâtir des relations, ne serait-ce que par exemple pour les fêtes de fin d'année, hein, si on se projette à ce qui va se passer, comment est-ce qu'on peut nouer des relations durables, long terme, sans que forcément elles soient fluctuantes, dû à des périodes d'isolement, d'ouverture, d'isolement, d'ouverture. Donc ça, c'est une autre variable qui est très intéressante à analyser. Alors, là, on est sur le public entreprise, d'accord? Alors, et ce qu'il y a vraiment de très marquant, c'est ici par rapport à ce sentiment d'être en mesure de gérer sa propre carrière. Alors là, c'est vraiment très marqué comme impact. Donc, il y avait vraiment une forte ou plus forte croyance euh, dans sa propre capacité ou la capacité d'un professionnel à pouvoir gérer sa carrière, d'accord, avoir un peu de visibilité sur sa carrière professionnelle. Donc, ce confinement, ce premier confinement, la prolongation du premier confinement avait déjà induit énormément de réflexions sur qu'est-ce que ça va devenir mon boulot, d'accord? Et c'est ce qu'on le voit ici. Donc, ça a eu un impact négatif pendant la première prolongation, deuxième prolongation. À la sortie du déconfinement, ça s'est un petit peu amélioré et donc les gens ont un petit peu regagné confiance, mais on peut espérer aujourd'hui que lors du deuxième confinement, on ait à nouveau des impacts négatifs sur le sentiment de sécurité des gens d'être en mesure de gérer leur propre carrière. D'accord? Donc ça, c'est des variables particulièrement intéressantes. Une dernière image et un dernier exemple, c'est la délégation, hein. C'est à nouveau le public des entreprises. Les deux premières images, c'était sur des dimensions psychologiques pour le public, pour le grand public. Et là, on est dans les entreprises. Et là, on a mesuré le sentiment d'efficacité des personnes à déléguer. D'accord? Là, on voit vraiment que les périodes en confinement, durant la première prolongation, la deuxième prolongation, la rentrée en confinement, ont impacté la croyance des gens dans leur efficacité à bien pouvoir déléguer. D'accord? D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les publications, que ce soit des publications grand public ou scientifiques, aujourd'hui, on sait qu'on a énormément parlé de l'efficacité à travailler à distance, à communiquer à distance, à gérer des équipes à distance. Et derrière, il y a un grand doute chez les managers, chez les personnes, de leur capacité, de leur efficacité à bien pouvoir déléguer le travail, à faire confiance aux gens tout en étant en télétravail. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on fait, de ce que je fais en tant que recherche et comment cela impacte les décisions qu'on peut prendre pour accompagner les gens en entreprise. Alors, un dernier, donc ça, c'est pour conclure, on avait commencé avec l'intérêt pour la conscience de soi dans le grand public. Donc, les modifications étaient légères, mais ici, on est chez les professionnels, en entreprise, des managers et des employés. Donc, on voit que les scores étaient plutôt plats, hein, pour la conscience de soi avant le confinement, mais le confinement remet au centre, hein, des dispositifs, remet au centre de l'évaluation et du développement des compétences cette conscience de soi nécessaire. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup posés des questions sur leur avenir professionnel, mais aussi sur leur choix de vie. Hein, des gens qui ont déménagé, qui ont décidé d'aller à la campagne, qui ont décidé de quitter les villes. Il y a vraiment
énormément des questions de ce type-là qui ont remis les besoins intérieurs individuels au goût du jour en termes d'exploration. Et on voit que cette connaissance ou ce désir des consciences de soi est croissant depuis les premières périodes des confinements. Et c'est vraiment un sujet qui va être très important, à mon avis, dans les prochains mois, voire les prochaines années, où il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur leur choix professionnel ou même de vie. Alors, on va aborder maintenant le modèle qui nous a servi pour explorer un petit peu plus les réactions des gens face à ce qui est en train de se passer. C'est un modèle de croyance dans les comportements de santé. En gros, on explore les comportements psychologiques des gens qui facilitent ou pas le fait d'adhérer aux normes. D'accord? Et comment est-ce qu'on va faire que finalement ces normes qu'on va adopter, donc le fait de porter un masque, de se laver les mains, d'utiliser du gel hydroalcoolique, vont ou pas avoir une efficacité qui est démontrée? D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un déconfinement et de conserver un niveau de contamination plus faible? Ben, c'est en suivant ces normes. Et qu'est-ce qui va faire que ces normes sont respectées? Alors, donc, je ne vais pas vous demander de lire le détail de l'étude, mais pour faire simple, on va étudier plusieurs variables. D'accord, d'abord, une grande catégorie de variables qui est l'impact perçu de la menace par les personnes. Okay? Quel est le niveau d'impact que chacun de nous perçoit de ce qui est en train de se passer? Ça peut être au niveau de sa santé, ça peut être au niveau économique. Une autre dimension explorée dans ce qu'on fait, c'est finalement quels sont les niveaux d'adhésion des personnes en fonction de leur âge, de leur genre, de leur situation professionnelle, aux normes, aux règles qu'on leur demande de mettre en place pour pouvoir être dans des comportements de sûreté, de santé. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est la notion de empowerment, c'est l'empowerment psychologique, c'est donner aux gens les outils, les moyens d'agir pour décider ce qui est mieux pour eux. D'accord? C'est vraiment ces trois grandes familles d'indicateurs qu'on a évalués pour comprendre ce qui était en train de se passer et comprendre les réactions de personnes. Et donc, on a lancé cette étude qui nous a permis de mieux cerner comment nos réactions peuvent être inégales face à la Covid ou au Covid-19 ou à la pandémie et comment on va s'en sortir, que ce soit d'un point de vue professionnel, familial, académique, des choix de vie, etc. Quelles sont les ressources que les gens vont utiliser pour y faire face? Alors, on a étudié d'abord la personnalité de personnes, des gens. Okay, on s'est posé la question, on s'est dit, OK, il y a un grand modèle qui est le modèle théorique de la personnalité, les Big Five. Hein. Il y a d'un côté l'ouverture à l'expérience, les stabilités émotionnelles, le fait d'être consciencieux. Je vais expliquer à chaque fois à chacune de ces dimensions. Il y a aussi l'agréabilité et l'extraversion. C'est des modèles théoriques qui sont très, très, très solides. Donc, c'est des grands traits hein, qui sont observables chez tout un chacun. Donc, l'ouverture, c'est vraiment la capacité d'aller chercher l'originalité, d'être curieux, intrépide, d'aller s'intéresser pour de nouvelles choses, d'accord? Donc, qui peut être intéressante. Hein. Ça permet de aller chercher des informations, par exemple, sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui se passe, sur ce que c'est le Covid, des informations scientifiques. Donc, ça va permettre, ça va faciliter chez les personnes ayant une grande ouverture l'exploration pour mieux comprendre ce qui se passe. Les stabilités émotionnelles, donc c'est la capacité d'y faire face, de gérer ses émotions correctement, de ne pas être trop dans la versatilité ou d'être aussi capable d'exprimer des émotions. Et donc, c'est une stabilité émotionnelle étant plus forte, moins on va percevoir les émotions, et si elle est plus faible, plus on est capable d'exprimer une variété d'émotions et dire vraiment ce que l'on ressent. Être consciencieux, c'est vraiment la capacité à suivre les normes, à respecter les règles, à les appliquer. Donc, ça va être très important pour le respect des normes, des règles sanitaires. Donc, on va avoir un lien entre les personnes les plus consciencieuses et le fait de porter un masque, de se laver les mains. Donc, ça, c'est plutôt normal. L'agréabilité, hein, le fait de aborder les relations avec du tact, être chaleureux, aider les autres, se porter solidaire ou vraiment essayer de protéger soi et les autres. Et l'extraversion, donc, c'est le goût pour les relations, le fait de se mettre en lien avec des nouvelles personnes, de développer son réseau. Donc,
ça, c'est les 5 traits principaux qu'on a étudiés en lien avec l'impact perçu des gens au potentiel de la maladie, leur capacité à suivre les normes et éventuellement la possibilité d'être en mesure de prendre en main des actions pour se protéger eux, les autres et aussi pour bâtir quelque chose à la sortie de la crise. D'accord? Donc, ce qui est intéressant et ce qui est plutôt rassurant, c'est que la personnalité ne va pas avoir un impact marquant, d'accord, sur notre capacité à adopter les règles, les bonnes pratiques, et donc tout le monde, avec n'importe quel type de personnalité, peut, à condition qu'il y ait une motivation, adopter les bons comportements. Alors, donc, grâce à ça, on a pu faire une petite publication d'un Forbes sur la vulnérabilité, sur le stress et sur le respect des normes, et on expliquait pourquoi nos réactions pouvaient être inégales face au Covid. Donc, vous pouvez le consulter sur Internet, c'est accessible, c'est juste à regarder. Vous pouvez mettre mon nom ou le titre de l'article et vous allez juste pouvoir le lire totalement. Donc, ce qu'on a démontré, c'est simple, hein, c'est la personnalité, voilà, elle joue pas un rôle essentiel. Il y a certaines tendances des personnes plus consciencieuses à respecter les règles, mais le plus important, c'est réellement la volonté, la croyance, et on va le voir dans une étude qui a suivi. La croyance, donc c'est une compétence, il faut croire sur à l'efficacité des gestes, des santé, de sécurité. Alors, donc ça c'est le deuxième point. Donc et on a été assez pionnier sur la question. Au démarrage de la communication concernant la pandémie, il y avait question de essayer d'utiliser la peur pour faire peur aux gens, pour qu'ils deviennent plus responsables. D'accord? Donc notre question était de savoir si il fallait faire peur aux gens pour renforcer les comportements responsables. Alors, donc, je ne vais pas vous dire, mais selon vous, et là, je vous invite à utiliser le chat, est-ce que pour vous, vous pensez que la peur est un moyen efficace pour renforcer les comportements responsables des gens? Alors, si vous pensez que c'est oui, envoyez un oui, et si vous pensez que c'est un non, envoyez un non. Donc, je vous invite à partager ça sur l'espace chat, et on va voir ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que je regarde? Ok, donc, alors il n'y a pas beaucoup de rebondissements, donc juste pour les analyses. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer, hein. Donc on va parler de la peur. Est-ce que la peur joue un rôle? En fait, non, d'accord? Et on l'avait vu au début de la pandémie, il y avait des messages du type nous sommes en guerre, d'accord? Nous sommes en guerre contre un virus, contre quelque chose d'abstrait, et la recherche démontre que le sentiment de vulnérabilité est un moyen peu efficace pour adopter les bons comportements. D'accord? Dire nous sommes en guerre sanitaire ou encore personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, ne permet pas d'améliorer de manière significative les conduites responsables. Okay? Pour avoir un impact plus important, ce qui est vraiment essentiel, c'est davantage d'informer et de générer un sentiment de confiance et de travailler sur un élément central, c'est les croyances. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et quand on parle des croyances, on va y arriver. On va parler de ce qu'on appelle l'empowerment. Alors, là, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc, pour revenir sur ces variables dont je vous parlais, la vulnérabilité perçue, c'est est-ce que je me sens vulnérable vis-à-vis de la maladie ou pas? Et est-ce que c'est grave? Est-ce que si ça m'arrive, je vais vraiment être en danger de mort ou pas? Donc, on va vérifier ces informations. On a vérifié ces informations avec plus de 10 000 personnes. Les questions qu'on avait posées, c'est est-ce que je perçois que le Covid-19 est une cause grave, une maladie grave, ou est-ce que je perçois que je suis plus vulnérable que les autres? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a observé, d'accord, qu'il y avait une vulnérabilité perçue plus faible chez les hommes, d'accord, que chez les femmes en début de la pandémie.
D'accord. Il y avait aussi des personnes qui se sentaient davantage vulnérables, et ce n'était pas forcément et uniquement les femmes, mais aussi les salariés étaient concernés, étaient inquiets par l'impact que ça pouvait avoir sur leur emploi, et moins les étudiants, et curieusement, moins les personnes sans emploi. D'accord. Donc, c'est davantage les gens qui étaient plutôt dans des situations qu'on peut considérer comme rassurantes et confortables, donc les salariés par exemple, qui se sentaient finalement le plus concernés. Alors, donc ça, c'était quelque chose qui nous a permis d'expliquer le mécanisme derrière. Donc, pour agir, pour avoir un impact efficace, pour augmenter le niveau d'adoption des normes, de règles sanitaires, il faut, comme l'Organisation mondiale de la santé l'avait déjà prescrit depuis plus d'une décennie, investir sur le concept d'empowerment psychologique. C'est quoi ce concept d'empowerment psychologique? C'est l'éducation, c'est la capacité de donner aux gens les moyens de prendre la meilleure décision face à la situation actuelle. Et donc, il y a ces 4 points clés. C'est c'est favoriser l'autonomie, c'est réussir à impliquer les gens dans la prise en compte de leur propre santé, augmenter le sentiment d'auto-efficacité. Et là, je m'arrête un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'auto-efficacité? L'auto-efficacité, c'est la croyance qu'une personne peut avoir dans ses propres capacités pour faire face à un problème. D'accord? Alors, est-ce que l'auto-efficacité est mesurable? Oui, il y a des échelles d'auto-efficacité. Est-ce que l'auto-efficacité, on peut la travailler? Oui, on peut développer son sentiment d'auto-efficacité. On peut gagner en assertivité, on peut gagner en confiance de soi, on peut gagner en dextérité et en capacité à surmonter les obstacles, on peut gagner en capacité à gérer les situations complexes. D'accord? Donc, ça, c'est pour faire un point sur quelles sont les compétences qu'on peut développer. On ne peut pas changer sa personnalité, d'accord? En tout cas, dans les théories, on sait qu'on ne peut pas changer sa personnalité. En revanche, on peut agir sur sa croyance, dans sa capacité à réussir les challenges. Et la dernière dimension qui fait partie de l'empowerment, c'est la confiance et la croyance que l'on dépose dans la démarche qu'on va mettre en place. D'accord? Si on fait quelque chose et qu'on n'y croit pas, on n'a pas foi dans le geste, si on pense que le masque ou que le fait de se laver les mains ou que de garder un peu de distance, on n'y croit pas, on n'a pas confiance, l'efficacité de cet acte-là sera moins importante. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc travailler sur l'empowerment, empowerment psychologique, c'est donner du pouvoir, et ça concerne aussi les organisations. Comment est-ce qu'on va pouvoir donner le pouvoir aux employés pour qu'ils prennent en main, par exemple, dans le cadre du télétravail, la façon dont ils vont faire leur travail. D'accord? Alors du coup, on arrive vraiment au cœur de l'exposé. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Je sais qu'il y a des gens qui ont posé des questions ou qui ont fait des remarques. Je suis navré, mais comme je suis très concentré sur le fait de vous présenter ces informations, je reviendrai rapidement sur vos questions. Donc, quelles compétences mobiliser pour la transformation culturelle post-Covid? Pourquoi post-Covid? Parce que je viens de vous parler de croyances, d'accord? Il faut bâtir des croyances. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle parfait, d'accord? Mais il faut bien que les organisations, surtout ce qui nous intéresse, parce qu'on est dans le cadre de l'entreprise et de la recherche en organisation, et ce qui va nous intéresser, c'est quels sont les modèles, finalement, ou les modèles managériaux, de leadership, des compétences, qui vont permettre de bâtir, d'engager les gens dans le cadre d'une transformation culturelle. Les croyances font partie de la notion de culture. D'accord? On va regarder pourquoi. Pardon. Donc, c'est dans ce qu'on appelle la sociologie des organisations, l'anthropologie des organisations, dans la culture d'entreprise. C'est là un auteur très, très célèbre, Edgar Schein. Lui, il décrit la culture comme étant vraiment
plusieurs choses. Donc, c'est des croyances, c'est des valeurs, c'est des artefacts, c'est des choses visibles, hein, et c'est également des principes, des normes. D'accord? C'est un peu ce qui fait qu'on est soudé, hein, c'est ce qu'on appelle la colle organisationnelle. Si elle est partagée, elle permet d'avoir un fonctionnement partagé par les membres, hein, les membres d'une organisation, et ça assoit des façons de travailler ensemble qui sont aussi importantes en interne qu'en externe. D'accord? Et pourquoi il faut travailler sur ces transformations culturelles et accepter d'adopter pas l'exhaustivité de toutes les compétences qui pourraient correspondre à ce qu'il faudrait faire pour être impeccable sur les mesures psychologiques ou les compétences, mais vraiment ce qui est beaucoup plus pratique à mettre en place. Parce que ça permet, d'un point de vue très pratique, d'accompagner les gens pour lancer les activités productives, d'accord? Donc, de donner de l'énergie, de rassurer chaque salarié, d'accord? On va travailler sur l'optimisme, on va travailler sur le courage. Ça, c'est des catégories, c'est des attitudes. Donc, c'est montrer courageux, c'est montrer optimiste. Alors, évidemment, on peut critiquer cette approche-là hein, de tout positif. On peut aussi avoir d'autres comportements qui sont l'écoute, la prise de distance, l'acceptation du feedback, mais c'est un choix organisationnel. D'accord? Nous, on va vous montrer ici les compétences qui ont été le plus en vogue ces dernières semaines, voire mois. Et finalement, le dernier, c'est que quand l'entreprise affiche un modèle des compétences, d'accord, qui permet de faire face à la crise, ça sécurise les personnes et les employés. Alors, ce n'est pas uniquement un souhait des chercheurs, c'est aussi ce qui est en train de se passer dans des entreprises avec qui je travaille. Airbus a affiché récemment un modèle de gestion de crise. D'accord? Un modèle, des comportements, des compétences comportementales, des gestions des crises. Il y a d'autres entreprises qui ont aussi affiché clairement ces valeurs, hein, des entreprises françaises et des entreprises internationales. Coca-Cola l'a fait récemment. Alors nous, on vous propose quelque chose qui est un benchmark, et je répète, il n'y a pas les 5 compétences soft skills qui vont révolutionner le marché de l'emploi demain. Hein. C'est bien plus complexe que ça. On a des centaines de dimensions psychologiques que l'on peut mesurer. Mais pour nous, il y a 4 grands piliers qui se dégagent de ce qui est aujourd'hui pris par les entreprises. Donc, il y a un côté qu'on a abordé, c'est l'empowerment psychologique et l'efficacité personnelle. D'accord? Donc, c'est comment est-ce que je me gère moi-même? Comment est-ce que je canalise mes énergies face à ce qui est en train de se passer? C'est la capacité à gérer sa carrière, la connaissance de soi. C'est comment est-ce que je gère concrètement la crise, hein? Comment est-ce que je gère les demandes qui arrivent de tous les côtés, connecté vraiment 10 heures par jour devant son ordinateur, à gérer des mails en permanence, des choses qui vont pas, des cas qui se déclarent. Comment est-ce qu'on garde la solidarité, donc l'aide des autres, on se protège les uns aux autres, et le lien social, malgré la distance. On l'avait vu, hein, la difficulté des gens à développer des relations durables en ce moment. Et finalement, comment est-ce qu'on garde un esprit optimiste qui nous permet d'avoir une orientation vers l'avenir, malgré une grande incertitude. D'accord? Donc ça, c'est les compétences. Alors, on va rapidement lister ce qu'on met derrière, ou quelles sont les compétences ou les dimensions psychologiques qu'on met derrière l'empowerment et l'efficacité personnelle. Donc, c'est quoi? C'est se sentir capable, autonome et en confiance pour réussir face à l'incertitude. Ouais, c'est quand même beaucoup qu'on demande. Mais il y a des choses, hein, on ne peut pas être impeccable sur toutes les compétences d'un modèle. Hein. Il y a des forces et des points d'amélioration. Et donc, on va pouvoir pallier avec nos forces ou avec nos points d'amélioration en fonction des situations. D'accord? On ne peut pas être parfait sur 20 compétences, 30 compétences, 15 compétences. Mais l'idée, c'est d'aller se poser des questions, faire des autopositionnements. Et il y a plein d'outils hein, sur le marché qui vous permettront de savoir si vous êtes plutôt quelqu'un qui assume des responsabilités. Donc, il faut assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, on est en situation de crise, on le sait tous, c'est une compétence, assumer ses responsabilités. Il y a une autre dimension, c'est la connaissance de soi. Okay? Essayer de comprendre ce qui nous arrive. Gérer la complexité, gérer le stress, d'accord. Bon, c'est des compétences, hein, c'est pas des injonctions, c'est juste ce qui est souhaitable dans le contexte et ce qui est souhaitable par plusieurs organisations. Et finalement, se sentir autonome et en confiance, c'est vraiment la définition de l'empowerment. Je vais prendre juste 2 minutes de plus et je m'arrêterai ensuite pour recevoir vos questions.
Alors, gestion de crise. Donc, qu'est-ce que c'est la gestion des crises? C'est agir avec efficacité et détermination face à l'ambiguïté. D'accord? Ça, c'est la définition de ce palier de compétences, de ce panier. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir gérer efficacement la crise et donc l'ambiguïté? C'est la communication efficace. Avec la contrainte actuelle, c'est passer par le digital, donc avec une communication à distance qui a pris vraiment le cœur de nos activités. C'est être disposé à apprendre. Donc, vous avez sûrement entendu parler de précarité numérique, de manque des compétences digitales. Donc, c'est monter en compétences rapides. Donc, il faut pouvoir apprendre. Faire preuve d'humilité. Je pense que avec la pandémie, on a pris un coup. On a compris qu'on n'était pas préparé à tout et qu'il fallait quand même garder beaucoup de modestie et de comprendre que la nature peut nous apprendre des leçons importantes. Faire preuve du courage quand même pour rebondir, gérer l'ambiguïté et s'adapter au changement. Alors le dernier, avant-dernier pilier, c'est la solidarité et le lien social. Alors, c'est pas facile en situation de télétravail, de confinement, de ne pas pouvoir être avec nos proches, de se déplacer. Donc, mais il faut à tout prix essayer de soutenir les autres tout en préservant leur santé. C'est-à-dire que il faut quand même réussir à adopter les bons gestes et favoriser des nouvelles façons de collaborer pour que on puisse conserver quand même un niveau de productivité suffisant. Donc, il y a plusieurs compétences qui pourraient être suggérées dans le cadre de la solidarité et le lien social. C'est agir avec intégrité, écouter attentivement. C'est pas évident, surtout quand on fait un live storm pendant 40 minutes d'explication, je suis navré. Être empathique et sociable. Donc, c'est vraiment essayer de se mettre un petit peu à la place des autres en fonction de leur situation. Favoriser la durabilité, donc prendre des gestes qui nous permettent de préserver nos relations, mais l'environnement aussi. Prendre soin des autres et promouvoir une collaboration efficace avec les outils dont on a parlé aujourd'hui énormément sur le télétravail ou sur le travail à distance. Et le dernier pilier, optimisme et orientation vers l'avenir, c'est la capacité à agir en entrepreneur. Alors, je vous rassure, toutes ces compétences ne sont pas juste des inventions. Aujourd'hui, on a des évaluations, on peut évaluer ces dimensions, on peut évaluer la capacité d'un individu à avoir une orientation entrepreneuriale. Je pourrais vous donner des ressources, des articles. Toutes ces choses que je suis en train de mentionner, ce n'est pas des souhaits, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas du marketing. C'est des choses qu'on mesure réellement avec des échelles démontrées et qu'on peut utiliser même pour faire des évaluations d'un point de vue RH. La proactivité, l'optimisme, la capacité à provoquer l'innovation et la curiosité, parce que je crois qu'on n'a pas tout inventé aujourd'hui et il faudra inventer sûrement plein de choses pour pouvoir s'en sortir et conserver une activité économique suffisante. Alors, il y a de nombreuses entreprises qui le font aujourd'hui. Je serais ravi de vous donner quelques illustrations si vous avez des questions et vous dire ce qu'on a pu faire pour des organisations. Donc, je m'arrête et je laisse un petit peu la présentation si vous avez envie de me contacter. Et je vais lire maintenant plusieurs des questions qui ont été envoyées. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour ceux qui sont restés ici. Et si vous avez des questions, je suis là pour tenter de répondre. En tout cas, merci d'être parmi nous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un voudrait poser des questions? Alors là, il y a une très bonne question. La crise révèle-t-elle le vrai leadership du manager par rapport à la délégation de tâches? Alors, c'est une vraie question. Le vrai leadership du manager. Je ne suis pas un spécialiste du leadership, mais je suis plutôt dans le détail des compétences que l'on mobilise.
Je pense que pour certaines personnes, certaines des compétences qu'on a listées, elles sont plutôt naturelles. Et donc, en situation de stress, elles peuvent continuer à garder le calme et elles peuvent faire face à la situation tout en déléguant, en donnant la confiance aux salariés, en évitant le micro-contrôle et les outils comme un outil des contrôles. Donc, il y a énormément des publications qui ont été faites dans ce sens. Mon point sur le leadership, c'est qu'il n'y en a pas un vrai leadership. D'accord? Je pense qu'il y a une notion de leadership situationnel. C'est un leadership adapté en fonction du contexte. Donc, il y a des personnes qui seront plus efficaces en situation de crise que d'autres. D'accord? Des personnes qui auraient une capacité davantage à naviguer dans l'ambiguïté. Donner et d'engager les gens dans une vision. On parle souvent d'une vision claire en leadership à 2, 3 ans, d'embarquer les équipes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très difficile et c'est vrai, un vrai challenge pour beaucoup de leaders de donner une vision claire parce que beaucoup de personnes et surtout des chefs d'entreprise sont dans l'incertitude. Donc, ça peut avoir des impacts sur la façon dont le leader est perçu. Donc, je crois que plus qu'un vrai leadership ou vraiment un talent de leadership, il y a des individus qui seront plus ou moins compétents par rapport à un contexte. Et donc, dans mon rôle d'expert en évaluation et développement des compétences, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si une personne a les compétences nécessaires pour faire face dans un cadre spécifique et par rapport à sa mission. D'accord? Donc, c'est plutôt ça qui m'amène à vous donner la réponse que je vous donne. Donc, pas une réponse globale sur est-ce que la crise révèle un vrai ou un moins bon leadership. Alors, je regarde d'autres questions. Alors, donc oui, comment avez-vous pu collecter et analyser ces données? Très bonne question. Donc, j'ai expliqué au départ de la présentation donc, que je suis co-directeur d'une chaire de recherche. Et dans cette chaire de recherche, on a une entreprise qui s'appelle Praditus. C'est une entreprise qui fait une plateforme des connaissances de soi, donc qui utilise des mesures psychologiques pour donner à ses clients des outils pour mieux se connaître et pour évaluer leurs compétences comportementales, leurs soft skills. D'accord? On a créé un partenariat avec cette startup qui a aussi une application B2C et des clients d'entreprise et on a utilisé donc du coup leur plateforme, leurs outils pour faire une collecte de données internationale. Donc, il y a eu 70 nationalités et vraiment, on a des échantillons qui vont maintenant de 10 000 jusqu'à 25 000 personnes qui ont répondu. Donc, c'est grâce à cette association entre une start-up et cette équipe des chercheurs qu'on a pu mettre en place ce type d'études, cette collecte des données. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on continue à collecter, euh, à collecter ces informations. Donc du coup, si ça vous intéresse, nous on a donné, on est prêt à vous partager davantage nos observations et même à bâtir des projets communs avec ceux qui pourraient faire un bon usage de ces apprentissages. Alors, on a d'autres. Merci Oscar pour votre question. Andy, je crois que j'ai répondu également à votre question. Est-ce que nous avons d'autres? Alors, je n'arrive pas à avoir d'autres questions. Est-ce que vous avez besoin des clarifications? Bon. Alors, j'ai quand même des personnes qui m'ont dit que l'apport était complètement inefficace. Donc, on est très alignés. Merci. Alors, là, je crois qu'il y a... Ben non. Alors, bon, je reste avec vous un petit peu plus. Si vous avez encore envie de nous poser des questions, de nous demander des informations complémentaires, je serai ravi de vous les apporter.
Alors, je regarde, peut-être que quelque chose m'échappe. Alors, il y a quand même certaines personnes qui m'ont dit que la peur pouvait être efficace. Alors, je répondis sur ça. Elle pourrait être efficace, mais c'est toujours dans les premières phases, hein. Mais ça dure jamais très très longtemps. Voilà. Donc, Abdoul l'a dit, le management de la peur peut fonctionner, mais de manière éphémère et ponctuelle. Tout à fait. On est aligné. C'est bien ça. Alors, très intéressant, ce document nous sera-t-il partagé? Anne, je crois que c'est bien possible de vous partager ces informations. Donc, je vais faire passer ça et vous aurez accès à ces informations. Avec plaisir. Alors, développement personnel. S'agit-il donc de développement personnel? Alors, c'est une très bonne question parce que aujourd'hui, on a un ouvrage sur De Funès qui critique les démarches de développement personnel. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça, hein. D'un point de vue scientifique, il ne s'agit pas justement uniquement de travailler sur soi, dans le fait de se découvrir, être dans un truc un peu initiatique, hein. Là, on est vraiment sur le comportement, hein. C'est des sciences comportementales, c'est l'utilisation de ces ressources psychologiques. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui peuvent se faire une idée un petit peu romantique de la connaissance, de la conscience de soi, dans le sens où voilà, c'est un peu de méditation, c'est réfléchir à soi. Bien sûr, effectivement, c'est des techniques, mais ce n'est pas que ça. Quand on est face à un sportif de niveau, hein, un marathonien qui doit courir 40 km, c'est tout un processus des connaissances de ses limites physiques, hein, ses capacités de respiration, ses capacités de récupération. Quand on a quelqu'un qui va monter l'Everest, d'accord, et il se prépare normalement pendant 2 années. Et il doit prendre conscience également de plein de choses, plein de critères, le climat, la température, sa résistance pulmonaire, sa résistance aussi à l'altitude. Et donc, c'est des limites. Donc, quand on travaille avec ces métaphores-là, on s'est dit, on est des êtres complexes, on a plein de variables psychologiques qui rentrent en jeu quand on est en interaction avec les autres, avec le travail, avec l'environnement organisationnel. Donc, on a intérêt à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. D'accord? Ça, c'est un petit peu au-delà du développement personnel. C'est presque une obligation professionnelle, d'accord? Parce que si je m'adresse mal aux gens, si je ne communique pas bien avec eux, si je ne suis pas diplomate, ça peut avoir des implications, d'accord? Déjà, il faut être conscient de ça. Et ensuite, il faut être conscient comment ça va venir influer de façon positive ou négative sur les gens, d'accord? Parce que ça a des impacts aussi sur la performance. Si je suis trop franc dans ma communication et trop direct, peut-être que c'est efficace, mais les autres peuvent mal le percevoir et donc ne pas vouloir faire ce qu'on leur demande et donc du coup retarder un projet, ne pas permettre de vendre une mission. D'accord? Donc c'est presque du développement aussi professionnel et des compétences en poste. Aujourd'hui, on parle des compétences transversales du travail, donc même si c'est du comportemental, on est dans le fait de développer des bons comportements. Il s'agit donc de comprendre ses limitations, comment on fonctionne, donc c'est au-delà du développement personnel, pour gagner en efficacité professionnelle. D'accord? Donc c'est très bon, c'est une très bonne question. Donc est-ce qu'il s'agit uniquement de développement de soi personnel dans les sphères intimes? Effectivement, ça peut avoir des effets positifs sur nos relations en dehors du travail, mais c'est avant tout la nécessité de travailler sur des comportements qui sont adaptés en fonction de l'organisation, en fonction de la culture de l'organisation, en fonction de l'objectif financier, la performance de l'entreprise, parce qu'il est vrai qu'il y a des comportements qui nuisent à l'efficacité. D'accord? Et en situation de crise, pour vous donner un exemple par rapport aux compétences listées, on n'a pas toutes les réponses. Donc, quand on n'a pas toutes les réponses, quand il n'y a pas de vaccin, quand qu'on connaît à peine tous les symptômes, on connaît plus des symptômes aujourd'hui qu'en mars, il vaut mieux être à l'aise avec l'incertitude et l'ambiguïté. D'accord? Ce n'est pas uniquement du coup du développement de soi et personnel, en dehors de la sphère professionnelle, c'est être capable d'opérer dans un environnement incertain, complexe, dans notre quotidien professionnel. Alors, très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une très grosse question. Je vais essayer de la lire. Alors oui, il y a énormément de liens. Donc déjà, je pourrais euh, vous proposer donc, les liens Forbes. Hein, ils sont tous disponibles. Où je vais vous partager l'article. Simple, c'est vrai que j'avais pas. Voilà, donc là, il y a un article sur ce que je viens de vous dire. Donc c'est un article euh, académique. Hop, je le mets dans le chat. Voilà, donc je vais faire passer tout ça. Là, vous avez un premier article qui pourrait vous intéresser pour ceux qui sont dans le domaine recherche. Je vais envoyer un autre sur les compétences. Et dans celui-là, vous avez le lien pour toutes les autres. Voilà. Voilà, voilà. Donc, le management de la peur. Alors, bon, bah, voilà, on arrive à la fin. Bah, écoutez, je voudrais juste vous remercier de m'avoir écouté. Alors, pour moi, c'est une vraie passion, cette histoire des comportements et des compétences comportementales. Donc, j'espère que je n'étais pas trop lent pour vous. Et bon, également, étant d'origine latino-américaine, vous avez sûrement dû supporter mon accent. Écoutez, merci à tous et peut-être à bientôt sur LinkedIn ou en personne ou à distance, comme vous le souhaitez. Merci.